Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. On est à Québec, au Canada. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes remis de nos histoires d'horreur, de notre spécial d'Halloween, puis de mes grands rires de sorcières. J'ai fait ce que j'ai ce que j'ai pu. Écoutez, un beau programme cette semaine que je vous ai réservé. Ça va se faire en deux blocs. D'abord, premier bloc aujourd'hui, on va faire un retour sur l'épisode 71. Ça s'appelait Repenser les réseaux sociaux. J'espère que vous avez eu la chance de l'écouter. Une belle rencontre avec Philippe Baudouin, donc un ancien ingénieur senior là, chez Google, maintenant vice-président jadis vice-président chez Element AI, puis cofondateur d'une belle petite compagnie, Waverly. Bien de belles discussions avec Philippe, vraiment gentil garçon. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec lui, vraiment trippant. Un entrepreneur en intelligence artificielle. On a replongé dans le fameux débat sur la pause en intelligence artificielle. On a parlé de sa conception, je dirais, du rôle de la technologie en intelligence artificielle dans notre société. Un discours assez techno-enthousiaste, mais en même temps beaucoup de subtilité. Mais je pense qu'il faut le qualifier de cette façon-là. Puis évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de discuter avec lui, puis je l'avais averti à l'avance, évidemment, qu'on allait parler de la triste chute d'Element AI, donc notre fleuron de l'intelligence artificielle au Québec. Bien hâte de savoir parce que mes collègues et collaboratrices ont pensé de tout ça. Ça va être dans notre premier bloc. Deuxième bloc, ce sera des actualités en intelligence artificielle où ils poursuivront. Là, on verra là, ce qu'ils ont à dire. Là. Soit il y a un retour, on continue notre retour sur l'épisode avec M. Baudouin, où on parle d'actualité. Je leur laisse de la liberté. Je suis comme ça, mais barista IA, je leur dis, il y a des actualités. Qu'est-ce que ça vous tente de discuter? De quoi avez-vous envie de parler à nos auditeurs, auditrices? Et ils sont trois aujourd'hui à m'accompagner. D'abord, à Paris, Stéphane Minéo. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien. Ça va. Célébrez-vous ça, vous autres, l'Halloween? Il y a des vagues. Il y a des années où vous faites un peu plus que d'autres. Mais ça s'en vient. C'est comme la Quand j'étais culture jeune, on le fêtait américaine pas. Ouais. qui étend, qui s'étend un peu partout dans la culture populaire. Je me demandais si c'était rendu là ou si ça s'est juste rendu au Canada. Puis, Non, cette année, ça a été assez fêté. Les gens aiment bon, bien récupérer des bonbons à droite à gauche. puis t'étais sûrement costumé. Il y a des soirées costumées, mais je n'étais pas déguisé en citrouille cette fois-ci. Non, bon, prochaine fois peut-être. Deuxième à se joindre à nous aujourd'hui, Sylvain Munger est à Montréal et bientôt en Europe. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, toi? Oui, j'ai entendu dire que tu allais en Europe. Eh oui, ça devrait être dans la ville merveilleuse de Brest et la Bretagne champêtre. Oh, wow, nice. Pour un postdoc, c'est ça? Oui, c'est ça, un postdoc qui devrait... c'est un projet de recherche qui porte sur l'innovation, en fait l'adoption ou l'innovation des nouveaux systèmes numériques. Il y a la question de l'intelligence artificielle qui est là-dedans, des armes autonomes. Donc, ça va... En fait, Oh, ce qui va se trouver ce que je vais me retrouver à devoir faire, c'est un peu des entrevues avec des ingénieurs et génial. des militaires sur différents sites là-bas. Là. Ouais, je sens qu'on va entendre parler de ce sujet pendant la prochaine année avec Sylvain. Si vous êtes à Brest, puis vous avez des logements pas loin, c'est le moment là, d'écrire Un hamac, à quelque Sylvain. chose. Ouais, un hamac à quelque part ou
Un demi-sous-sol Avec des vents de bien décoré. 170 km/h, ça devrait être assez spécial, par exemple, avec un hamac. Un hamac, oui. Ça dort plus ou moins bien. Ben, ça va faciliter mon retour. Hein. J'aurai juste à me laisser porter au vent, puis je vais traverser l'Atlantique jusqu'à Montréal. Ben oui, c'est ce que nos Oh, grands navigateurs faisaient avant, Sylvain. Donc, on veut si bien vous le êtes à garder en Brest, France. Hein. comment? Hein? Non, je disais, on veut bien le garder en France, hein, si... Ah oui, ben oui, c'est à vous de le garder. On On l'avait, sait il jamais. part. C'est à vous de déployer les stratégies que vous voulez, là, si vous voulez le garder là-bas. Sinon, on le reprend volontiers. Autre troisième participante, collaboratrice, c'est le mot que je cherchais. Elle est à Québec avec nous. Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véro? Ça va bien? Je t'entends pas, Véro. Ça va bien, je t'ai perdu une seconde, Jean-François. Ah, Oui, ça va bien. content que tu sois là. Écoute, toi, à l'Halloween, j'imagine que tu étais déguisé en Wonder Woman parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça. C'est quoi? C'est il y a 2 semaines, peut-être, finaliste au fameux Woman in AI Award 2023 dans la catégorie EI. EI. Ça, je fais ça quand je parle. Je dis EI, des fois, je me réécoute. AI for Good, Responsible AI Leader of the Year. Tu étais finaliste, j'ai bien lu. Ben, j'étais finaliste, mais j'ai gagné, finalement. Bravo, félicitations. Tu as Oui, gagné j'ai quoi? Voyage autour du monde, une bourse millionnaire. Qu'est-ce qu'on gagne? Un petit trophée, mais c'est surtout c'est la reconnaissance qui est intéressante à aller chercher là-dedans. Là. Vraiment. La candidature avait été soumise par une de mes collègues, en fait, puis mon patron. Donc, c'est eux qui avaient soumis ma candidature. C'est assez le fun parce que quand on est dans un rôle comme ça dans l'industrie, on peut être perçu comme quelqu'un qui bloque ou qui dérange un peu les habitudes, mettons, en IA. Donc, c'est vraiment le fun que ce soit mes collègues puis mon patron qui ait soumis la candidature là-dessus. Là. Ça montre une belle adhésion de l'équipe, mettons. Génial, génial. Surtout que c'est du travail dans l'ombre aussi, là, donc d'avoir ce genre de reconnaissance. Dans les universités, il y a toutes sortes de façons de nous donner de la reconnaissance. Il y a des trophées pour tout et n'importe quoi. Tandis que dans le privé, c'est plus compliqué d'avoir cette petite tape dans le dos qui fait du bien. Donc, félicitations, Véronique. On est bien fiers de toi. Merci beaucoup. AI for Good. Moi, je suis content de voir qu'on est arrivé à un beau consensus sur c'est quoi le bien. Hein? Donc, pour un éthicien, c'est toujours le fun. Anyway, un jour, on fera une recension de tout ce qui nous agace. Là. On avait des échanges courriels autour de ça. Là. Un jour, vous entendrez ça. Là. Les éthiciens juristes, à un moment donné, ils sont tannés d'entendre des choses qu'on dit à propos de l'éthique du droit, puis je suis sûr que de la même chose de l'autre côté, là, c'est-à-dire que ceux qui ont une expertise un peu plus technique sont un peu agacés d'entendre les éthiciens puis les juristes faire de lourdes et graves erreurs quand ils parlent de la machine en tant que telle. Un jour, on fera ça. Un jour, je vous le promets. Merci encore, Véronique, Sylvain, Stéphane, de m'accompagner aujourd'hui. Retour sur donc l'épisode 71. Ce sera notre premier bloc intitulé « Repenser les réseaux sociaux ». J'espère que vous aussi, à la maison, vous avez eu la chance d'écouter cette entrevue avec Philippe Beaudoin. Rappelons les thèmes abordés avec Philippe Beaudoin, puis ça mettra la table pour mes collaborateurs et collaboratrices. On a parlé du rêve de l'entrepreneurship en intelligence artificielle. J'imagine que Sylvain aura quelque chose à dire là-dessus. On a parlé de notre façon de vivre les réseaux sociaux. Vous le savez comme moi, c'est parfois compliqué. Ça laisse place à imaginer autre chose. On a parlé de la chute, évidemment, de Element AI. La nécessité ou non d'une pause 6 mois après la pause demandée ou maintenant 1 an après la pause demandée, qu'est-ce qui en reste de tout ça? On a parlé de la concentration des pouvoirs. Aussi, c'est un beau terme. Un beau thème plutôt. Quoi d'autre? Techno-enthousiasme. Puis, je l'ai mis face à la réponse peut-être un peu cynique devant tout ça.
On a parlé des facteurs de réussite des jeunes pousses, des jeunes startups, du financement, du développement de l'intelligence artificielle, puis de l'importance de la recherche sur les enjeux éthiques et sociaux. Ben du fun avec Philippe. Des fois, c'est ça, ces rencontres-là dans les podcasts. Là, on fait des rencontres, tu as envie de poursuivre la discussion après le podcast, sinon d'aller prendre une bière avec l'invité. Pas mal de fun. Commençons par mes collaborateurs, collaboratrices. Tiens, commençons avec Véronique. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de tout ça? Ah, j'ai trouvé l'entrevue super intéressante. Je trouve que son idée est bonne. Je trouve que tu sais, ce qu'il essaie d'amener dans son domaine est assez intéressant. Mais je peux pas m'empêcher de revenir sur 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 ce qui s'est dit sur la chute d'Elemental. Et puis, je peux comprendre que il y a dit quelque chose qui m'a un peu dérangé là. Il y a personne qui a perdu de l'argent là-dedans. Ben, c'est un peu discutable quand même comme question parce que à la base, moi je comprends un entrepreneur qui se lance. Je trouve que c'est vraiment c'est beau de voir ça. Là, des entrepreneurs, c'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des grands risques, tout ça. Donc je blâme pas du tout les gens qui ont parti ça, Elemental, puis qui ont rêvé de ça. Puis l'échec dans l'entrepreneuriat, ça se peut, puis c'est pas quelque chose qu'il faut juger. Ben oui. Là où j'ai un petit peu plus de difficulté, c'est de comprendre comment ça se fait que nos institutions ont investi tant que ça sur une start-up dont le modèle d'affaires était essentiellement basé sur la popularité de Yoshua Bengio. C'est tout. Donc, il y avait pas de produit, il y avait pas de modèle d'affaires. Donc, c'est ce morceau-là qui m'embête un peu parce que pendant ce temps-là, à côté de ça, moi, j'ai vu plein de startups, des Vidence, des MovieEye, des Vuban qui sont plus petites, qui Couraient, n'ont eux pas autres, après de, le financement, man. qui couraient après le financement. Ben, qui couraient pas tant que ça après le financement parce qu'il y avait un modèle d'affaires, mais qui auraient profité d'un petit coup de main du gouvernement à l'époque, puis qui en profiterait encore probablement un peu aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était là, puis commençait à offrir des services en IA aux PME québécoises, puis pas nécessairement les grosses affaires. Là. Parfois, la PME a besoin d'un tableau de bord pour commencer, puis c'est correct. T'sais, l'idée, c'est pas nécessairement de faire du deep learning dès le début, mais t'as ces entreprises-là qui étaient là, puis qui sont encore là, hein, puis qui offrent encore ce genre Ben oui. de service-là, puis qui avaient pas trop de... qui auraient peut-être bénéficié d'un petit coup de main. Donc, personne n'a perdu, ok, peut-être, mais peut-être qu'aussi on aurait pu mieux, comme État, mettons, comme société, on aurait peut-être un petit peu mieux pu investir cet argent-là quand même. Ouais, C'est ce on aurait morceau-là dit qui m'a un peu que c'est ça accroché. que je disais que c'était le fleuron de l'intelligence artificielle au Québec, c'est qu'à un moment donné, la compagnie, on dirait qu'elle dépassait ses fonctions, là, c'est-à-dire que c'était devenu l'image de l'intelligence artificielle, ça incarnait l'intelligence artificielle, puis tout à coup, on confond un scientifique, c'est sûr, c'est une grande tête, là, il devient lui-même, il incarne l'image de l'intelligence artificielle, puis à un moment donné, on perd nos repères là-dedans. Là. Donc, on investit, mais on investit pour quoi? Est-ce qu'on investit pour avoir des redevances de tout ça? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite ou est-ce qu'on souhaite juste faire la promotion de l'intelligence artificielle au Québec à travers cette compagnie-là? Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ça glissait. Ça devait être frustrant aussi pour quelques-uns des autres acteurs qui étaient impliqués. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu aussi. Ben, je pense que ces gens-là sont pas nécessairement aigris de ça, là, pour connaître Mhm. un peu ce milieu-là. Ils sont pas nécessairement aigris. Ça a quand même donné de la visibilité à l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu beaucoup de publicité autour de ça. Puis, ben, les startups dans le domaine autour ont quand même un peu bénéficié de ça. Mais il reste on regardait ça avec un œil un peu sceptique, là, en voyant une entreprise à recevoir autant d'argent sans modèle d'affaires, sans retombées, sans client ou presque. Donc, c'est ça. Ben, il devait avoir un modèle d'affaires, mais je sais pas. En tout cas, le modèle d'affaires, il faut croire que c'était pas le bon là, quand on regarde ce qui
ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai que. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui avaient attiré ton attention, Véronique, pendant la. Non, sinon, comme tu disais, un invité très intéressant avec une vision qu'on partage pas tout le temps, mais qui est vraiment intéressante. Ça prend des gens comme ça là, qui ont du techno-enthousiasme, puis qui pensent vraiment, puis qui veulent vraiment à travers des solutions apporter quelque chose de bien. Puis c'est très intéressant. Oui, c'est ça que j'ai essayé de faire aussi pendant l'entrevue, là. Donc, tu sais, maintenant, c'est conscient là, quand on reçoit un entrepreneur. C'était pas le premier que je recevais. Il y a souvent ce discours-là, là, puis il faut, en tout cas, j'essaye de le faire, là, tu sais, accepter le ton techno-enthousiasme, mais en même temps, tu sais, les amener sur d'autres pistes où ils sont capables d'être autocritiques. Puis dans le cas de Philippe, c'est sûr qu'il voit clair aussi sur le domaine, là. OK, Véronique, on va passer tiens, avec Sylvain. C'est le deuxième. Ben, là, vous ne voyez pas ce que je vois à l'écran, là, mais si je vais de gauche à droite, c'est ce qui se passe devant mon écran. Sylvain, qu'est-ce que tu as retenu peut-être de tout ça? Ben, en fait, l'entrevue était très intéressante, là. Je veux dire, je pense que Philippe, c'est probablement une de nos meilleures têtes de l'IA ici au Québec, là. Alors, c'est toujours intéressant quand il parle. C'est intéressant de le suivre sur LinkedIn. C'est intéressant à l'écouter aussi, là. Je pense qu'il y a une contribution, il fait une contribution assez souvent, assez fréquente là, à la radio, je crois, là, de Radio-Canada. Faute d'erreur de ma part, mais Oui, il je y a eu crois. quelques interventions, oui. Exactement. Donc, je pense qu'on aurait avantage à le voir encore plus. Moi, ce qui m'a frappé un peu dans l'entrevue, je vais rejoindre ce que Véronique disait, c'est le passage un petit peu sur Element AI. En fait, ça recoupait des choses, des échos que j'avais déjà eus, que j'avais déjà entendus là, pour avoir parlé à des gens qui étaient passés par là. Mais en même temps, moi, ma manière de comprendre ce qu'ils essayaient de faire, c'était un peu de présenter ça comme un service. Hein. L'intelligence artificielle, c'est comme un service qu'on va pouvoir vendre. On va envoyer nos algorithmes dans votre entreprise ou dans votre produit, puis on va essayer d'en ressortir une solution, un peu comme on prendrait un abonnement, je sais pas moi, à Internet dans les débuts. Là. Il fallait se trouver un fournisseur d'Internet. Encore aujourd'hui, là, il faut s'abonner à un service. Donc, je pense que c'était un peu ça qu'ils avaient en tête. Ou un peu comme aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'avenir de ChatGPT aussi. C'est-à-dire, ils font un modèle d'IA générative, puis éventuellement, ils vont pouvoir le vendre à n'importe quelle entreprise en fonction d'englober le corpus spécialisé de l'entreprise, puis après ça, de faire rouler ça dans les activités courantes de l'entreprise et évidemment, éventuellement, peut-être même se passer de quelques employés au passage. Mais c'est ça qui est frappant dans Element AI, c'est qu'il n'y avait pas de produit. Et moi, je me disais, en regardant ça, je trouve que c'est quand même assez fascinant, parce que moi, j'essaie de suivre un peu l'actualité là, sur les startups. Puis en fait, ce qui me fascine surtout, c'est les modèles qui se plantent. Et même souvent, ils se plantent sans avoir l'impression de se planter. Je pense à cette semaine, on a entendu parler de WeWork, là, qui est l'espèce de startup là, qui avait démarré là, le modèle du coworking, là, c'est-à-dire vous louez différentes personnes, ça peut être des particuliers, des individus ou des entreprises qui louent des espaces de bureau. Là, c'était un peu dans le modèle Google, là. C'était de créer des environnements de travail très, très agréables. Où tout le monde travaille. De toute façon, on fait tous du travail à distance. Des fois, on veut voir du monde, on s'en va dans ces beaux lieux-là où c'est bien décoré. Exactement. Puis là, il y avait un bar. C'est vraiment arrangé un peu au modèle de Google. Quand tu viens au travail, c'est un peu un loisir. Il faut que ce soit amusant. Bon, c'était comme ça. Ils ont démarré comme ça. Mais encore, pour faire écho à ce que Véronique disait, c'est que dans cette aventure-là de WeWork, j'en parle parce que cette semaine, ils ont annoncé que là, ils allaient déposer une demande pour passer sous la loi de la protection de la faillite, là, pour leurs activités aux États-Unis, du moins. Mais encore là, dans cette histoire-là, même si ça ne marche plus, même si ça ne marche plus, il y a personne qui a perdu d'argent non plus, mais je veux dire, il y a quand même énormément, il y a des milliards qui ont passé là-dedans. La valorisation, c'était absolument faramineux. D'ailleurs, c'est pour ceux qui s'intéressent, il y a une excellente série télé sur Apple là-dessus, là, avec Jared Leto, qui est très, très intéressante. Mais moi, ça me faisait penser un peu à ça. Je veux dire, à l'autre modèle aussi de Theranos d'Elizabeth Holmes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'était d'essayer de développer une espèce de boîte, là,
Ou, en théorie, vous auriez eu à mettre un échantillon de sang, un simple échantillon de sang, là, une goutte de sang, une petite prise de sang. On envoie ça dans la machine et là, ça vous sortait les résultats pour un paquet là, de diagnostics en même temps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans leur cas, leur boîte, quand ils ont eu leur première ronde de financement, ils se sont présentés avec ça, ça fonctionnait pas. Mais ils ont quand même réussi à relever de l'argent sur la promesse qu'éventuellement, ça allait fonctionner. Ça fonctionnait. Ouais. Mais là, dans le cas de Element AI, on n'avait même pas le produit. Donc là, c'était la promesse qu'éventuellement, il allait avoir un produit. Et là, je trouve qu'on a un sujet pour une excellente série télé là-dedans. Moi, je pense que ça serait intéressant parce que là, on n'avait pas le produit. Donc, je pense qu'on va encore un peu plus loin, un peu que Theranos dans ce cas-là. Mais j'imagine ces compagnies-là, tu sais, moi, je me mets à la place de start-up ou qui ont peut-être pas les infrastructures, la puissance de calcul, parce qu'en ce moment, c'est ça qui leur manque souvent, là, c'est les données, tous les jeux de données, c'est toutes les grosses compagnies qui les ont, parce qu'ils ont récolté le pétrole pendant qu'il coûtait rien. Puis là, la puissance de calcul. Donc, moi, si je veux starter quelque chose chez moi, je suis loin d'avoir la puissance de calcul pour faire ce que je dois faire. Fait que peut-être que, je sais pas, mais c'est comme ça que je m'imaginais à l'époque. Peut-être que ces compagnies-là, c'est ça qu'ils fournissent. Ils fournissent ce genre d'infrastructures. Ça peut être des infrastructures physiques ou des expertises qui t'aident. C'est comme ça que je le comprenais. Je suis peut-être à côté de la traque. Mais... Ben, ouais, je vais rebondir un peu là-dessus. C'est qu'effectivement, non, ils n'avaient pas de produit. Mais l'autre modèle qui peut exister, puis tantôt j'ai cité quelques compagnies qui, je pense, le font assez bien, là, des compagnies, des petites compagnies québécoises qui le font assez bien. Mais l'autre option, c'est d'avoir un service pour accompagner l'industrie pour faire ça dans une entreprise. Ça serait un autre modèle. Mais pour ça prend de l'expérience dans l'industrie, pas nécessairement une très grande connaissance des réseaux de neurones profonds. Donc, je pense qu'ils ont essayé de faire de l'accompagnement, peut-être, en l'absence de produits, puis c'est ça qui a pas tout à fait fonctionné, là. En tout cas, il y a quelque chose qui a pas fonctionné. C'est très certain. C'est intéressant de discuter avec lui de tout ça, avoir un petit regard rétrospectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est sûr que c'était une question que je voulais lui poser. Stéphane, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode-là? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Alors, déjà, j'ai découvert Element AI avec l'épisode. Moi, j'ai pas subi c'est vrai. peut-être les mêmes informations que vous. Et alors, effectivement, j'ai essayé de me documenter dessus pour essayer de comprendre et j'ai pas trouvé effectivement de produit qui était associé à ce... Donc, je me suis demandé ce qu'il faisait. Alors, par rapport à ta question là, sur les serveurs qu'on peut utiliser pour faire ce genre la puissance de calcul, j'imagine que quelqu'un comme toi, c'est intéressant d'avoir d'externaliser l'accès à la puissance de calcul, ce genre de choses-là, ou des jeux de données. C'est dans ce cas-là, tu utilises en fait des serveurs dans le cloud. Donc tu vas avoir Amazon, Google qui proposent ce genre de service. Amazon avec AWS, Google. Ça coûte cher, ça? Si moi, je ferais pas ça, là, mais si moi je veux faire ça, là, utiliser les serveurs d'Amazon ou des jeux de données, alors, ça me tente. Tu payes à la consommation du processeur. Donc, plus tu vas demander d'efforts à la machine, et plus tu vas payer. Tu payes en temps? Tu payes en temps processeur, oui, c'est ça. Et alors, je sais qu'en France, il y a aussi... alors, parce que l'intérêt dans ce genre de... pour l'intelligence artificielle, c'est d'avoir accès à des GPU. Donc, c'est des processeurs graphiques qui sont utilisés et qui sont pas donnés. Donc voilà, ça accélère énormément le traitement et c'est ça que les gens recherchent. Alors dans l'épisode, moi ce que j'ai bien aimé en fait, c'est la discussion par rapport à la concentration du pouvoir et parce qu'effectivement, alors après là ça repose sur mes convictions propres, mais mettre tout le pouvoir dans les mains de quelques personnes, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois que ça n'a jamais été. Et le fait qu'il y ait plusieurs acteurs dans l'intelligence artificielle, avec peut-être des erreurs à droite à gauche, mais une multitude d'erreurs qui fait que ça équilibrerait les forces,
voilà, je pense que je peux croire à un système comme ça. Enfin, ça me rassurerait en fait qu'il y ait plusieurs acteurs et non pas uniquement quelques grandes entreprises. Oui, il y a des liens aussi à faire avec notre premier sujet, donc Element AI, qui est, on dirait que toute la concentration du financement, de l'attention était là, alors qu'on aurait besoin peut-être de plusieurs acteurs pour discuter, plusieurs entreprises pour développer. Il y a ça dans le discours de Philippe. Et puis ça m'a fait penser à une entreprise française, là, une start-up qui est toute récente, hein, qui date de juin, qui a touché je ne sais plus combien de millions d'euros pour démarrer. On va les valoriser à 240 millions d'euros si je me trompe pas aujourd'hui. Il y a 18 salariés. C'est Mistral, et donc qui ont fait un équivalent de ChatGPT. Hein, donc c'est un LLM. Mais alors, ils ont été très vite dans le développement, puisqu'il est déjà en service, il est déjà disponible pour le public, ça semble fonctionner. Apparemment, les performances seraient plutôt du niveau de Llama. Par contre, il n'y a aucune ou quasiment pas de modération. Ce qui fait qu'on peut lui demander n'importe quoi et il répond. Il y a eu un... Bon, ça risque de mal tourner, ça. Il y a eu des expériences, hein, donc effectivement, il y a une personne qui a posé 175 questions de l'ordre de est-ce que je peux tuer quelqu'un, comment tuer quelqu'un, comment faire une bombe, etc. Et l'outil répond. Alors il y a quand même à la fin une petite phrase qui dit, enfin j'ai fait le test tout à l'heure hein, pour vérifier quand même, et puis il me dit tuer une personne est illégal dans la plupart des pays. Il est essentiel de respecter les lois. Donc toi te poser cette question-là. Bah, ça faisait partie des 175 questions et j'étais quand même un peu étonné des réponses. Parce qu'il y a vraiment, alors pour le coup, quand tu lui demandes les recettes, et ça rentre vraiment dans les détails, et ça va, enfin c'est assez choquant. Alors, bon, on est des adultes, tout va bien, et on regarde Netflix et autres films macabres. Mais quand même, je trouve que voilà. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que je suis pour les modèles. Alors c'est un modèle open source, donc qui est réutilisable, qui est disponible et réutilisable. Donc on peut le télécharger et le faire fonctionner sur nos machines. Ça donne envie et pas là de. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis plutôt content qu'il y ait un système open source qui se développe. Bon, pourquoi pas français. Alors il n'est pas francophone complètement. Parce que, bien sûr, les données qu'ils ont utilisées ne sont pas forcément françaises. Il y en a moins que des données en anglais. Voilà, donc il est moins bon que le ChatGPT en français. C'est un peu décevant de ce côté-là. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas de garde-fou, alors, bon, ils le précisent, hein, qu'il n'y a pas de garde-fou, ils disent aussi qu'il ne faut pas l'utiliser pour des activités illégales, enfin voilà, ils donnent des conseils sur l'utilisation. Mais il est disponible. Donne des conseils, utilisez pas pour faire des choses illégales, mais en même temps, vous pouvez demander à notre outil de faire des choses illégales, puis il va vous expliquer comment. C'est ça. C'est assez assez troublant quand même. Alors voilà, moi j'ai une conviction, hein, c'est vraiment c'est une conviction personnelle, hein, je crois vraiment au modèle de données open source et au partage. Mais est-ce qu'il faut le partager avant ou après la modération? Je sais pas. Oui, c'est une belle question, ça. C'est vraiment dans en informatique, cet esprit-là de partage donc open source ou du copyleft, c'est là. Mais le moment où on décide de partager puis de rendre open source, avant la médiation ou après la modération plutôt, le moment où on la pose, cette question-là, avant ou après le partage ou après que ça devienne open source, je la retiens, celle-là, je te la vole. Pas de souci. Je te la vole, Stéphane. On va passer au deuxième bloc. On poursuit nos réflexions. Mais avant, une petite pause en AI, comme on les aime, les petites pauses. Je vous l'ai dit dans notre épisode d'Halloween.
Vous le savez, notre public ne cesse de grandir, puis vous avez peut-être remarqué que notre hébergeur, des fois pousse une petite pub. J'espère que ça vous dérange pas trop, là, parfois pendant l'épisode. Il y a même un bouton qui a été ajouté sur notre site, oui, puis dans les notes aussi d'épisode. Vous pouvez faire des contributions maintenant pour nous encourager dans notre projet IA Café. Et c'est ça, la suggestion, je pense que c'est 3 $. Je ne sais pas si c'est US ou c'est français, je ne le sais pas. Mais c'est l'équivalent d'un café par mois. Un café peut-être, non, c'est pas mal ça, le prix d'un café. Et pourquoi pas le prix d'un excellent IA Café préparé avec soin par votre équipe. Donc, des contributions qui vont nous permettre de payer, pas un salaire, ça c'est certain, mais peut-être éventuellement nos frais d'hébergement, payer nos frais de, justement, là, on enregistre dans un studio virtuel. Ça va servir à ça, là, je vous rassure. Puis, pour celles et ceux qui contribueront, peut-être la chance de participer un jour à un épisode d'IA Café, peut-être vous nous donnez vos prix Lovelace et IARC un jour, ce sera peut-être votre chance. Merci à l'avance de votre soutien. Donc, vous le savez comment ça marche. Je ne vous ferai pas ce genre de plug-là toutes les semaines, là. Ça va être redondant, mais je le ferai quand même de temps en temps. On poursuit nos réflexions à travers les actualités en intelligence artificielle. Vous savez, deuxième bloc que j'avais offert à mes collaborateurs et collaboratrices souhaitent poursuivre leur réflexion sur l'épisode 71 avec Philippe Baudouin ou parler d'intelligence artificielle. On continue avec Véronique. Véronique, tu es partie dans quelle direction? Ben, moi, je vais y aller avec une actualité. Vas-y. La semaine dernière, j'ai eu la chance de participer en personne au forum sur l'encadrement de l'intelligence artificielle organisé par le Conseil de l'innovation du Québec. Donc, pour ceux qui sont en France, là, au Québec, on a un innovateur en chef et un conseil de l'innovation, dont une direction là, consacrée à l'adoption de l'intelligence artificielle qui Innovateur en chef, c'est Sirois, c'est c'est ça? Luc Sirois, Luc Sirois, exactement. Et puis la directrice pour du bureau pour l'adoption de l'IA, c'est Sarah Gagnon-Turcotte. Donc, notre innovateur en chef s'est penché sur la question de l'encadrement de l'intelligence artificielle. Je trouve ça très intéressant que ça vienne de l'innovateur en chef. C'est quelqu'un qui va vouloir promouvoir l'intelligence artificielle, l'innovation technologique du moins, mais qui va euh, faire la promotion aussi de l'encadrement. mais qui va faire aussi la promotion de l'encadrement quelque part, ou en tout cas qui essaie de structurer l'encadrement. Journée très intéressante, réflexion très intéressante. Ça Mais s'appelait comment? ça s'appelait le Forum sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Ah, OK. Donc, on pourrait peut-être partager là, le site web. Ils ont fait des consultations pendant des mois. Il y a eu un gros Oui, je vais le mettre processus dans de les notes. consultation en arrière. Et sur le site web, là, il y a beaucoup des conclusions là, des rapports qui ont été faits jusqu'à maintenant. Ce qui ressort de ça. Donc, le premier point que je ferais ressortir de Qu'est-ce que ça, tu as retenu de tout ça? ouais, Parce c'est que souvent, ça là, que j'ai c'est retenu. toujours, Ça. à toutes les fois que je vais à quelque part, je me dis, tu sais, je me mets 3 points de forme, là. J'ai dit, au moins, il faut que je parte avec 3 choses de cette journée-là, là. Sinon, tu y vas, tu pars, puis il reste rien, là. Faut partir avec quelques trucs. Je commencerai par dire que le premier point, c'est qu'il y a eu des présentations sur les grands principes de l'intelligence, de l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, c'était assez intéressant, mais je trouve que je pense qu'on les sait, les grands principes rendus là. Je pense qu'on est rendu à l'étape où on les connaît, les grands principes, on s'est un peu entendu là-dessus. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, notamment la Déclaration de Montréal,
que moi j'ai utilisé dans la pratique là pour faire les encadrements à l'interne qui contient à peu près tout ce qu'il faut. Puis même avec l'arrivée de ChatGPT, j'ai rien eu besoin de changer dans mes choses. Tout était déjà inclus là-dedans en Les termes de principes sont grands là, ils principes. changeront Les pas. principes sont C'est là, pas ils ça le changeront problème, pas. Véronique. Ouais. Donc, arrête, c'est correct, on s'entend là-dessus. Faudrait passer à une autre étape. Donc, de revenir sur les grands principes à un public qui est déjà pas mal sensibilisé. Tu sais, ce serait peut-être le temps de passer à autre chose, puis d'aller chercher des personnes qui ont des compétences un peu différentes. Je pense qu'on est rendu à convaincre la population, puis je pense qu'on est rendu à l'étape où faut peut-être sortir du discours des philosophes ou des juristes ou des universitaires ou même des spécialistes là-dessus, puis de passer à une campagne de pub. On est rendu à embaucher une firme de pub qui va nous faire des pubs puis qui va sensibiliser la population en général là-dessus. Il faudrait passer à la prochaine étape. Là. Les grands principes, on a fait le tour. Il n'y a plus rien de nouveau qui sort par rapport à ça. Il faut commencer à amener Éduquer, ça dans la mais population en général. sortir Là. du champ de l'éducation des experts, des connaisseurs du domaine, puis former le grand public Exactement. peut-être. Donc ça, c'est mon premier point. Par contre, un peu en lien avec ça, j'ai été contente de commencer à voir justement le débat sortir un peu du champ universitaire, dans le sens où on avait, par exemple, la représentante de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc là, tu as l'Ordre des ingénieurs qui commence à s'intéresser puis à s'impliquer un peu dans le comment on va l'appliquer, parce que c'est le débat universitaire, il est super intéressant, il est pertinent, puis je l'ai suivi, puis il y a un gros apport des universitaires là-dedans, mais en même temps, tu sais, quand j'ai un peu l'impression de voir un grand physicien spécialiste de la thermodynamique des fluides essayer de dire à un poisson comment nager. Ça va pas fonctionner comme ça. Là. Donc, il faut un peu que ça sorte du débat universitaire. OK, on n'est pas tout à fait des poissons non plus, là. Mais tu sais, si on veut l'amener dans la pratique à un moment donné, tu sais, l'amener vraiment dans l'industrie, l'amener vraiment dans les façons de faire, il faut changer, il faut passer à une autre étape. Donc, j'étais contente de voir l'Ordre des ingénieurs là, parce que, ben là, on parle de professionnels, tu sais, qui font le travail concrètement, puis qui commencent à s'intéresser au débat, puis au comment on va l'encadrer. Donc, ça, c'est intéressant. J'aimerais ça voir d'autres associations professionnelles ou plus de professionnels embarqués dans ce qui sont plus proches du terrain, là, comment ça se manifeste, tous ces enjeux-là, là. Sur le terrain, c'est quoi les défis rencontrés par ceux sur le terrain, parce que le professionnel, c'est intéressant, là, c'est entre les universitaires puis un peu le terrain, sont souvent les gardiens de la technique, mais aussi de la morale, ils sont là pour protéger le public. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour protéger le public quand on construit toutes sortes de choses en génie intéressant? C'est ça. Ouais. Donc, grand débat intéressant, mais je pense qu'on est prêt pour les prochaines étapes. Là. Donc, moi, j'irai avec une campagne de pub et puis on amène ça auprès des professionnels. Là. On y va auprès des professionnels, puis on avance pour vrai là-dedans. Là. Tu avais retenu 3 choses, Véronique. Troisième chose, l'animation. C'était super intéressant. J'ai oublié le nom de l'animateur, malheureusement, mais ils sont allés chercher un animateur qui venait de la littérature, je pense. Il nous a amenés ailleurs avec toutes sortes de références pendant la présentation, à toutes sortes de textes ou d'ouvrages. Moi, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant d'avoir une animation comme ça. Et j'ai été très déçue de voir certains commentaires de personnes un petit peu plus, avec des profils plus techniques, de dire, ah ben là, on s'en allait ailleurs. Écoutez, on dit qu'on veut s'ouvrir, aller vers les autres disciplines, tout ça. Ben, prenons donc le temps. C'est une expertise aussi qu'il avait, cet animateur-là, qui nous a transmis d'être capable de faire des liens entre la discussion qu'on a puis des éléments de la littérature. Donc, c'est une expertise aussi. Faut se laisser aller là-dedans, faut se plonger là-dedans aussi, puis arrêter de se dire que si c'est pas de la technique, c'est pas sérieux là. Non, puis vraiment, il y a des alliances à faire là, entre ceux qui imaginent, tu sais, que la littérature, c'est un peu ça, qui imaginent ce à quoi ça pourrait peut-être ressembler l'intelligence artificielle. Souvent, ces idées-là, comment que ça se manifeste dans la science-fiction, ça nourrit. Hein, ça nourrit celles et ceux qui développent en ce moment, qui cherchent peut-être des idées pour le futur. Donc, bravo à l'animateur.
Bravo à l'animateur dont on ne sait le nom. Fait que pendant que je vais... Je m'excuse. je vais Je vais le pendant que retrouver. je vais donner la parole à Sylvain, cherche-nous le nom, là, puis après la contribution à Sylvain, tu nous diras le nom Oui. de ton animateur en question. Sylvain, où tu t'en vas, actualité, est-ce que tu poursuis sur l'épisode en tant que tel? Continuité. Continuité, allons-y. Continuité sur l'entrevue avec Philippe. Ouais. En fait, tu as fait référence un petit peu tout à l'heure, là, mais la question du techno-optimisme, ça, c'est un point intéressant, mais en fait, c'est une caractéristique. Vous aurez du mal à trouver un entrepreneur qui croira pas en ce qu'il fait, là, ou qui va adopter si on veut qu'on investisse dans ces choses. Exactement. Optimiste. Donc, une partie de leur temps, d'ailleurs, est consacrée à pitcher, là, une espèce de pitch là, où il faut tout ramasser, ce que vous faites, la mission de l'entreprise, vos valeurs, votre motivation, puis vous essayez de rendre ça dans un contenu un peu punché pour essayer d'aller captiver, d'emporter l'enthousiasme. Exactement. D'ascenseur, moi j'avais entendu ça là. Faut que tu sois capable d'expliquer ça entre l'étage 1 puis 11 quand tu prends l'ascenseur. Là. C'est ça, c'est en 3 minutes, puis ça demande, il faut absolument que la personne puisse comprendre, même si elle ne connaît absolument pas le domaine. Donc, ça fait partie de leur ADN, en fait, littéralement. En fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est, je pense qu'il se décrit lui-même. J'ai vu un post récent là sur sa page LinkedIn, encore une fois, où il disait, moi je suis il présentait un graphique là, ça faisait référence à un article. Là, il disait, moi je suis un techno-optimiste mais pragmatique, ça là, dans l'article. Je trouvais ça intéressant. Mais ce que je pense qu'en même temps, ce que j'appelle la compétence prophétique, là, ça fait partie de la personnalité. La compétence prophétique. Oui, compétence prophétique. Ça veut dire, c'est la compétence. C'est du techno-optimisme, c'est de soulever l'enthousiasme, mais c'est un peu l'idée et l'attitude de dire moi je vous dis que, hein, c'est le prophète, c'est ça, le prophète, c'est son charisme, c'est basé sur je vous dis que il va arriver ceci ou cela, et qui font un peu d'un entrepreneur une personne un peu spéciale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la compétence prophétique, c'est de se situer et de se projeter dans l'avenir. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir et un peu moins le présent. En fait, le présent, souvent, il est terne, il pourrait être mieux, il pourrait être amélioré, il y a plein de problèmes. Surtout un matin, quand on regarde dehors, là, c'est assez terne. Ouais. Exactement, c'est assez terne. Donc, le futur est nécessairement, il est supérieur, il sera plus radieux. Et dans une société comme les nôtres, là, les sociétés développées, où l'abondance matérielle, je mets ça en guillemets, là, je sais bien, il y a des problèmes de pauvreté encore et des inégalités socio-économiques, oui. Mais si on compare à d'autres époques de l'histoire, il y a quand même une abondance matérielle, il y a quand même un certain niveau de richesse qui est quand même assez redistribué. La consommation est quand même accessible, c'est-à-dire on peut s'acheter à peu près tout ce qu'on veut, des objets des iPhones, des objets technologiques raffinés sont accessibles à peu près tous les revenus, tous les types de revenus. Ben oui. Les objets de luxe aussi, les propriétés, les revenus élevés. Ce sont des atouts ou des marqueurs, si on veut, si on reste dans la sociologie, ce sont des marqueurs qui ne sont plus suffisants pour se démarquer vraiment des autres, soit des autres individus ou des autres classes sociales, ou encore des autres personnes qui œuvrent dans le même domaine d'activité que soi-même. Et je vais illustrer ça avec un exemple. Si on prend des milliardaires là, qui sont très connus, Jeff Bezos, Elon Musk, que j'aime beaucoup suivre un peu, là, c'est comme une tragico-comédie un peu avec ça. J'ai d'ailleurs l'impression, dans le cas d'Elon Musk, c'est un petit pari personnel que je fais, mais j'ai l'impression que éventuellement, dans sa vie, il va finir à l'hôpital psychiatrique. On verra bien, je peux me tromper. Souhaitons se tromper. Exactement, mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de voitures qu'ils ont, c'est pas la taille de leur villa ou le nombre de propriétés de châteaux qu'ils vont posséder qui va vraiment les démarquer ou qui va les distinguer comme tels. Quand on regarde, qu'est-ce qui les fait rêver, c'est le futur. C'est le futur. Un premier va dire, moi, je vais bâtir je vais lancer une compagnie, une entreprise, pour être le premier à aller dans l'espace, le premier vol touristique dans l'espace. Là, on va dire, mais moi, je vais en faire une aussi, je vais y aller avant toi.
Après ça, je vais dire, ben moi, avec ma compagnie, je vais aller sur Mars le premier. Ben, elle dit, moi, je vais le coloniser, Mars. Donc, on est toujours dans une espèce de surenchère d'imaginaires comme ça, qui sont très futuristes, très optimistes. Mais justement, ce qui les fait, ce qui les rassemble, c'est vraiment le futur. Je pense que c'est ça la catégorie de distinction. Et la compétence prophétique, si je continue de la définir, puisque tu me l'as demandé, et de toute façon, j'avais prévu d'en parler, non, un petit peu de théorie. C'est pour ça que j'ai posé la question. Très rapide. Justement, moi aussi, je suis habitué de pitcher, donc je vais le pitcher. La compétence prophétique, c'est une forme de savoir-faire temporel, si on veut. C'est de développer une conscience temporelle qui est orientée vers le futur, l'imaginaire du futur. On peut utiliser un concept intéressant pour comprendre ça et même un peu essayer de faire de jongler un petit peu avec les éléments conceptuels comme ça. C'est un concept d'un historien qui s'appelle François Hartog qui appelait ça le régime d'historicité. Le régime d'historicité, c'est en fait disons l'attitude, la perception, la représentation générale d'une société ou d'une époque par rapport au temps. L'idée à retenir là-dedans, c'est que le temps, c'est pas il y a le temps physique, là, bien sûr, mais c'est que le temps est surtout une construction sociale. Donc, il faut le concevoir comme quelque chose qui est multiple, qui est homogène, et qu'il existe différentes cultures temporelles qui coexistent au sein d'un même espace social. Bon, dans le cas de François Hartog, il en distingue 5. Là. Dans d'autres cas, chez d'autres auteurs, parfois, on va en avoir 4. Là. Bon, on va différentes dichotomies, différentes catégories comme ça. Mais on peut quand même... Je te suis, Sylvain. Exactement. On peut quand même s'entendre qu'il y en a quand même 3, disons. Hein? Une prédominance du passé, prédominance du présent, prédominance de l'avenir. Donc, le premier, si on peut dire, régime passéiste, ça, c'est un régime où les valeurs traditionnelles s'imposent, les sentiments nostalgiques, des sentiments aussi de résistance par rapport au temps présent, c'est-à-dire des choses, l'espèce de formulation qu'on peut entendre souvent, c'est c'était mieux avant, ou une espèce de mythification du passé. Je pense il y a des mouvements populistes actuels, là, un peu partout en Occident, qu'on peut peut-être interpréter justement comme des mouvements de résistance à cette modernité-là. Une espèce de retour, qui en appelle un retour au passé. Donc ça, c'est, disons, un régime passéiste. Et c'est pas de dire que c'est une hégémonie qui domine tout. C'est juste qu'il y en a un qui s'impose un peu plus que les autres. Et il peut avoir une coexistence avec d'autres. C'est-à-dire, pour certains groupes, pour certains individus, ce sera le présent qui va prédominer, ce sera le passé, ce sera le futur. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre. Un deuxième régime, c'est le futurisme. Ce régime-là serait né, toujours selon ces auteurs-là. Le futurisme, c'est le régime moderne, c'est-à-dire qui est né avec la modernité à la Révolution française. Ça, c'est le régime actuel des investisseurs, de ceux qui sont les spéculateurs, les entrepreneurs aussi, qui sont un peu dans cette espèce d'investissement-là dans une idée ou dans un produit, mais c'est toujours que les fruits de cet investissement-là vont arriver plus tard. Donc, c'est pas pour maintenant. Et bon, ça catégorise ceux qui sont grandement orientés vers l'avenir. Et de ce fait-là, ce futur-là devient un peu plus prévisible, devient un peu plus modelable aussi. Donc, c'est le régime qui est ouvert par la Révolution française et c'est ce régime-là dans lequel on retrouve aussi les grandes utopies politiques du 20e siècle. C'est-à-dire le communisme, le socialisme, le fascisme, le néolibéralisme aussi, où on arrive à une espèce d'idéal de projection là, dans une espèce d'ailleurs temporel. C'est pas quand on regarde l'histoire de l'utopie, en fait, l'utopie au début, quand ça naît, c'est toujours un ailleurs géographique. Hein? L'utopie de Thomas More, c'est une île à quelque part, là, un endroit fantastique. C'est l'utopie, le monde idéal, il est là. Mais quand on regarde des utopies modernes, elles ne sont plus géographiques. C'est pas une Atlantide, c'est pas une autre planète, c'est dans le temps. Donc, c'est plus tard. Donc, ça, c'est le régime futuriste. L'idéal sera plus tard. Exactement. Voici à quoi il va ressembler. Et il y a un autre régime qui, selon Hartog, est celui qui domine actuellement, c'est le présentisme. Ça, c'est selon lui qui serait né dans les années 80, là, qui serait en fait qu'on peut associer à l'émergence de l'informatique. Après ça, des nouvelles technologies, Internet et tout ça. Le présentisme, la célébration de l'instant présent, exactement. C'est tout ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est le monde de la vitesse, du tout de suite, maintenant, de la satisfaction immédiate des désirs de consommation.
de la rentabilité immédiate de la finance, de la vénération de la mode, la mode vestimentaire, et aussi le culte de la jeunesse éternelle. Donc, on veut rester dans la jeunesse tout le temps. Dans un livre qui vient tout juste de sortir, je vais en parler, là, ça s'appelle Le Capital algorithmique de Jonathan Martineau et de Jonathan Durand, Folco. Ben oui. Justement, il traite de cet aspect-là du présentisme et comment, en fait, les technologies numériques, dont l'intelligence artificielle, en fait, il présente ça comme un accélérateur de présentisme ou un amplificateur de ce régime présentiste-là, au sens où l'algorithme que l'on rencontre dans Google ou dans Netflix ou peu importe, là, l'algorithme, il abolit le futur parce qu'il arrive il abolit le futur en le prédisant comme une répétition du passé. Donc, c'est comme s'il installait un peu un éternel retour du même, mais automatisé, qui reproduirait toujours comme ça constamment la configuration du passé. Les outils numériques aussi, sont leur design, leur fonctionnalité première, c'est vraiment de capter l'attention présente de l'utilisateur en permanence. Donc, ça les plonge dans une espèce de rythme de vie qui fonctionne dans l'instantanéité, dans l'instant présent, dans le moment présent. Ça, c'est un autre exemple de présentisme. Puis les discours comme celui de Philippe, où en ce moment, on s'inscrit dans quel mouvement? On s'inscrirait justement dans le futurisme. C'est ça mon point, c'est que dans le présentisme aussi, il y a une espèce de pessimisme ambiant aussi, ou de doute à l'endroit de l'avenir. On peut observer, par exemple, aujourd'hui, les phénomènes comme l'éco-anxiété là, à l'endroit du changement climatique. Ça, c'est dans le présentisme. Ça, c'est le présentisme aussi. Et dans le cas des entrepreneurs comme Philippe, c'est un peu ça peut dire qu'ils sont leur attention est portée vers l'avenir, vers leur non encore, et leur disposition temporelle est orientée vers le futur. Donc, elles s'opposent en cela au présentisme. On peut les voir un peu comme des alliés du futur ou des agents du changement. Et je pense que c'est un aspect important là, de leur socialisation, même personnelle. Hein. Quand on les interroge, souvent, ils vont nous parler de leur intérêt dans la technologie qui arrive très, très tôt dans leur vie, leur goût pour la science-fiction aussi. Donc, c'est un peu de voir comme une réponse, si on veut, à ce présentisme-là qui est un peu morose et qui entretient un sentiment un peu de pessimisme en l'envers de l'avenir. Donc, c'est un peu comme s'ils se distinguaient comme en se présentant comme étant une solution à ça. Intéressant, Sylvain, mais désormais, là, quand on va entendre des entrepreneurs, même des discours, je vais essayer de les classer dans ces trois catégories. J'aime ça. 3 catégories, c'est simple pour ma tête. Là. Oui, c'est un peu c'est ça. C'est un peu de voir, au lieu de voir la société comme étant composée de classes sociales, on peut discuter du concept de classe sociale ou de groupe ou d'individus, c'est d'essayer de voir de cultures séparées par des régimes d'historicité ou des régimes temporels comme ça qui se côtoient, qui peuvent exactement, qui peuvent être en tension, qui peuvent être en conflit, qui peuvent être en harmonie aussi. Et je pense que sur le plan politique, par exemple, comprendre les mouvements populistes avec ça et comprendre les entrepreneurs par rapport à l'innovation technologique, on peut arriver à un autre point de vue, si on veut, peut-être une compréhension différente de ce phénomène social-là. Excellent, Sylvain. Je te suis. On est parti dans les hautes sphères de la sociologie, puis tu réussis toujours à atterrir ça à quelque part. C'est un gros pitch, par exemple. c'est un pitch un peu plus long. C'est un pitch académique, là. Ça prend une bonne run d'ascenseur, là, plusieurs étages là, pour expliquer tout ça, Sylvain, mais c'est compris. Stéphane, on va retourner avec toi sur peut-être à Véronique. T'as-tu trouvé le nom? Christian Bouchard. Christian Bouchard, on le félicite pour son beau travail d'animation pour décoincer un peu celles et ceux qui étaient pognés dans leur discours techno-enthousiaste, puis un peu trop pris dans leur informatique. Enfin, un peu de littérature et de science-fiction. Gros merci à Christian Bouchard. Gros merci à Christian Bouchard. Stéphane, dans quelle partie t'es parti? Dans quelle partie t'es parti? Quelle voie as-tu emprunté, Stéphane? Alors, déjà, j'ai écouté Sylvain et j'ai essayé de me positionner sur un de ces trois propositions. Axes, hein? Oui, c'est Anna, ça.
Et bon, j'ai pas su le faire là. Il va falloir que je réécoute, je Ouais, pense. ça demande réflexion. Pour savoir dans quelle voie je suis, là, dans quelle C'est ça. catégorie. Alors c'est vrai que je suis plutôt techno enthousiaste. Et en même temps, voilà, je sais pas comment me positionner en tout cas. Mais dans le présent, je suis plutôt dans l'actualité là pour. Oui, dans l'actualité, allons-y. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans Alors l'actualité? c'est une actualité très très fraîche hein, puisque depuis aujourd'hui j'accède à ChatGPT Turbo. C'est une nouvelle version de ChatGPT. Alors c'est 4 Turbo. Ah, ils se sont tannés de mettre des chiffres, là. On arrive avec des mots, là. Oui, parce que le modèle c'est le même, mais maintenant il accède jusqu'à des données de 2023, donc plus récentes. Je me souviens plus de quel mois. Ils ont également changé l'interface, ils ont changé des options. Ils ont rajouté en bas que ChatGPT pouvait se tromper quand il faisait des réponses, Ben oui. au cas où on l'avait Surprise. pas, on l'avait Grosse pas vu. découverte. Et puis, de ce que j'ai compris, mais j'ai pas encore eu le temps de faire trop joujou avec, il est possible maintenant de créer des petits chats GPT pour nous-mêmes, des petits agents personnalisés qu'on peut après réutiliser peut-être dans nos sites internet. Donc, ils ont rajouté un petit peu pour essayer de détendre un peu plus le GPT Comme s'il n'y en avait pas assez partout et tout en même temps, là. Donc voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à essayer de comprendre un petit peu toutes ces nouveautés. Donc on est vraiment dans l'actualité et voilà, il n'y a pas j'ai pas vu de choses supplémentaires, si ce n'est qu'il a une fenêtre de tir un peu plus grande, donc je crois qu'on peut échanger avec lui l'équivalent de 300 pages, un livre de 300 pages. Donc c'est On peut lui donner 300 pages d'un coup puis dire fais-moi un résumé de tout ça. Alors peut-être pas d'un coup. J'ai pas fait le test, hein, je pourrais pas te dire, mais il est à l'équivalent d'à peu près 300 pages de nombre de tokens qu'il peut digérer. Si tu veux. Donc c'est possible effectivement qu'il puisse le faire. Voilà, donc j'essaye de regarder un petit peu les différences et ça situe vraiment, je pense, l'innovation. La version gratuite, si on fait la comparaison entre la version gratuite accessible par tout le monde puis celle-là, c'est quoi les grandes différences? Alors là, il y a d'autres choses qui ne sont pas, je crois, dans la version gratuite. Alors, du coup, je peux pas trop comparer parce que j'ai que cette version 4. Payante, hein, tu as décidé d'investir. Et oui, j'ai C'est décidé d'investir pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Hein. C'est il faut. indispensable pour moi. Puis je l'utilise aussi, j'utilise la partie API, donc pour faire des développements avec. Là, ce qu'ils ont rajouté, c'est que par exemple, on peut aussi générer des images. Les images de DALL-E, donc là directement depuis de ChatGPT. On peut lui faire interpréter des images. Donc par exemple, j'ai pris la photographie de mon casque de moto, et alors il a trouvé la marque du casque, c'est très bien, puis il m'a dit qu'il y avait des rayures, donc peut-être qu'il était tombé, peut-être qu'il y avait un problème de sécurité avec ce casque, etc. Enfin, mais par contre, il prend pas d'engagement. Donc toujours, quand il s'agit de sécurité humaine, là, il y a toujours un petit discours. Ça, il est vraiment prudent, c'est tannant, là. Voilà. Il est à l'autre bout du spectre, là. Il y en a un qui veut tout faire, lui. Je m'excuse d'être une intelligence artificielle. Voilà, il prend quand même beaucoup de gants. Ouais. Pareil, j'ai pris une photo, par exemple, de ce qui me restait dans le frigo pour vérifier ce que je pouvais faire à manger. Et il arrive à me proposer des choses et à essayer de me trouver. Donc, tu as pris une photo du frigo, tu l'as mis dans ChatGPT, il t'a dit voici ce qu'il y a dans mon frigo, peux-tu me faire une Qu'est-ce que je peux faire avec de recettes? Et, il arrive à sortir des recettes. Alors, quand il lui manque un ingrédient, il me dit ça serait bien qu'il y ait des courgettes en plus ou. Ouais, achète-toi des légumes, Stéphane. Donc voilà, donc il y a ces fonctionnalités, je pense qu'elles sont uniquement dans la version payante. Je suis pas sûr qu'elles soient dans la version 3.5. Ouais, non, je pense que le lien avec DALL-E plus le texte, là, je pense que c'est juste dans la version payante. Je suis pas sûr, là, mais. Et voilà, donc c'est intéressant. Alors après,
Les risques que je vois, c'est effectivement l'usage qu'on peut en faire. Hein. C'est-à-dire, je prends une photo, je te demande de l'analyser. Bon, alors, moi je l'ai fait avec mon casque de moto, mais j'espère que c'est pas le garagiste qui va faire ça avec une roue qui fonctionne mal ou. Puis Parce que c'est- Copilote, l'avez-vous essayé? Toi, Stéphane, est-ce que tu l'as essayé, Copilote, Alors, sur Windows? Puis, j'utilise Linux, donc du coup je n'ai pas Copilot. ben, Mais il ben, faudrait je que je pense qu'il va l'essaye. falloir l'essayer parce que Copilote, ça s'en vient. Là, je ne sais pas s'ils vont être capables d'aller chercher, d'aller attirer l'attention autant que ChatGPT l'a fait, là, mais d'intégrer ce genre d'outils-là à toute la série Microsoft, Word, PowerPoint, Excel, tout ça. Si ça se met à s'intégrer plus naturellement, peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit là, qui va entourer tout ça. Là. Préparez-vous, utilisez-le, puis préparez-vous, parce qu'éventuellement, là, ce serait bien de faire un retour sur cet outil-là. Là. Alors Il y avait je vais justement juste un faire article de... Oui, je m'excuse Stéphane. Il y avait Vas-y, justement un vas-y. article de Dave Anxel dans la presse récemment sur le fait qu'on n'est pas prêt en fait à ça hein, dans l'industrie. On n'est pas prêt à voir ça arriver. Ça va arriver sur nos postes. Les Ouais, je employés pense vont que Dave a avoir écrit à ça. tous les médias pour leur dire. Là, moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Là, ça risque de mal tourner. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait le tour des médias. Ouais. Ouais, vas-y, Je continue. crois que Microsoft perd beaucoup d'argent comme avec Copilot. Par utilisateur et par jour, je crois qu'ils perdent beaucoup d'argent. Donc la question du prix de l'abonnement risque de revenir sur un moment donné pour augmenter les tarifs. Donc pour l'instant, tout le monde s'habitue et puis après, ils Donc, augmenteront c'est les pas tarifs. payant pour eux, mais ils le mettent, ils le déploient, puis ils se disent peut-être qu'il y aura éventuellement de l'argent à faire avec ça. C'est ça l'esprit de la chose, Stéphane? Ben, je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y a enfin, je sais plus quelle est la somme qu'ils perdent par utilisateur, mais enfin, je crois ils rentrent pas dans leurs frais aujourd'hui. Donc, c'est de l'investissement qu'ils font. En tout cas, j'ai bien hâte de l'utiliser, honnêtement, là, voir à quoi ça ressemble quand on applique ça au quotidien je suis en train d'écrire, je suis en train de travailler sur un PowerPoint, je suis en train de jouer avec moi, c'est concret, là. L'informatique, là, c'est ce genre de suite-là qui occupe le plus de place dans ma vie. J'ai bien hâte de voir comment ça va s'intégrer à mon quotidien. Avez-vous d'autres choses à ajouter sur l'épisode? Non. Alors, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. De toute façon, gros épisode. Ce sera tout pour cette semaine, pour cet épisode d'IA Café. Merci encore à Philippe Baudouin qui a généreusement accepté de participer à notre épisode 71. Puis je le sais qu'il va trépigner sur sa chaise en écoutant nos analyses et réflexions, en se demandant dans quelle catégorie de Sylvain je suis rendu. Puis donc voilà, on aime beaucoup tes ambitions, ton travail, Philippe. Puis c'est franchement inspirant. Tout ça, et ça prend toutes sortes de monde, y compris des personnes comme Philippe qui veulent un peu changer le monde. Merci à mes généreux collaborateurs, collaboratrices, mes baristia. Merci à Stéphane. Merci à toi. Merci également Sylvain et Véronique. Oui, merci Sylvain. Merci à vous, merci à toi. Et merci à Véronique. Merci à vous tous. À bientôt. Merci, oui, à bientôt, chères auditrices, auditeurs. Merci encore une fois de jouer votre rôle dans notre belle communauté IA francophone, francophile. Merci de votre soutien, votre écoute. Et pour les autres, allez partager notre contenu, likez, commentez, parlez-en, c'est le jeu. Vous connaissez votre rôle. Sinon, ce sera tout pour nous. Votre hôte Jean-François Sénéchal. Merci encore d'être si nombreux et de plus en plus à suivre notre belle enquête sur la recherche en intelligence artificielle. C'est avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance que je vois ces petits chiffres devenir grands. Puis on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.